choses correctement et tout ça, ça peut partir. Là, on peut dire que tout ça, c'est une résultante du déséquilibre mondial, je dirais, de l'être humain en général. Si on vivait dans l'harmonie de la nature, dans l'harmonie, dans le respect, ça serait pas tout ça. Il y a tellement d'inconscience, c'est même pas de l'inconscience, mais il y a tellement d'instincts égocentriques, il y a tellement d'irrespect, il y a tellement ça dérape de tous les côtés. La corruption est partout. Enfin bon, tu vois, c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? On peut pas faire grand-chose en fait. La seule chose qu'on puisse faire, c'est pour nous déjà. Essentiel dans la dernière vidéo avec Pascal et Irina, on a parlé de l'état au-delà du mental. Irina a perçu avec évidence quelque chose, parce que dans la dernière vidéo, tu parles de la globalité. Tu as perçu que nous pouvions vivre un état dans une globalité, sans voir quelque chose en particulier. Et ce mot globalité désigne un état qui est très proche du mot unité, ou je dirais même présence, la présence. Dans la présence, il y a une notion de globalité, d'unité. On ne peut pas expliquer ça, il faut le vivre, mais on a l'impression d'être tout à la fois. L'espace, les gens autour de nous, les arbres, les voitures. On ne focalise pas la conscience sur quelque chose en particulier. On vit ça dans une globalité. Dans cette notion de globalité, il y a la perception de ce qu'on pourrait appeler aussi liberté. Toi-même, tu en parlais, Irina, tu disais, lorsque on vit la globalité, on est dans une globalité, vous voyez, je peux vous vivre maintenant dans une globalité. Je vois, voilà, ce qui est là, et maintenant, je peux m'adresser à quelqu'un en particulier. Je peux m'adresser à Philippe, Pascal, voilà, Jean-Marc, Irina. Vous voyez, donc il y a quelque chose, et c'est une faculté qui est propre à la conscience, et c'est très bien parce qu'il faut l'étudier, ça. C'est une faculté, la faculté de focaliser la lumière en soi. Vous voyez, quand on demande à des enfants votre attention, s'il vous plaît, voilà, Jean-Marc, il doit bien connaître ça. On demande aux enfants de focaliser la lumière, de focaliser la conscience sur ce que le professeur va dire. Et puis la seconde d'avant, l'enfant, il pouvait être dans ses rêveries, il pouvait être voyez, un peu n'importe où. Donc on peut vivre quelque chose dans une globalité et nous avons cette faculté qui permet de focaliser la lumière. Ouais. On l'appelle l'attention, on l'appelle porter un regard par exemple. Cette focalisation est une faculté. Ça veut dire que quelque chose derrière peut se servir de cette faculté. Voyez? Si nous sommes là maintenant en train de parler, le fond de notre démarche, le fond de cette discussion,
c'est découvrir la nature de la vie. Alors nous allons nous servir de cette faculté, de ce pouvoir de focaliser la lumière. Vous voyez? Nous sommes soit dans un état de conscience global, voilà, Irina en parlait très bien la dernière fois, ou alors nous allons focaliser notre attention sur quelque chose. Vous voyez? Et celui qui parle à l'extérieur vous demande de focaliser la lumière sur quelque chose, sur des états internes, vous voyez? Chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Mais maintenant, on commence à avoir l'habitude de focaliser cette lumière sur des états internes. On voit que cette focalisation, qui est très facile pour l'extérieur, vous voyez, pour l'extérieur, on peut voir le point noir qu'il y a sur le nez du voisin ou voilà, de notre collègue. Mais si on demande à quelqu'un maintenant, parle-moi de la peur, et est-ce que tu vois clairement la nature de la peur en toi, ça va être plus difficile. Donc cette faculté est là, cette conscience peut vivre les choses dans une globalité, et puis une faculté, qu'on appelle l'attention, on va dire, peut focaliser la lumière. Mais qui, derrière ce pouvoir de focaliser la lumière, se sert de la lumière? Vous voyez? Tout le problème va être là. Qu'y a-t-il dans les arrière-plans et qui me pousse à me servir de la lumière? Vous voyez? Imaginons que je sois un cambrioleur et que je me dise: «Tiens, je vais cambrioler la Banque de France», je vais me servir de cette lumière, vous voyez? Mais derrière, en arrière-plan, c'est une avidité. C'est le désir de me procurer de l'argent, qui va se servir de la lumière. La lumière, elle sert à tout. Elle est là et puis c'est tout. Ça peut être un instinct d'avidité, ça peut être un moi. Donc, vous voyez, la lumière est là, la faculté est là, mais elle peut servir à une démarche spirituelle, comme elle peut servir à un ego, à des instincts égocentriques. Vous voyez? Une faculté est là, une lumière est là, mais qui va se servir de la lumière? Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Quel est le but? Notre but à nous, c'est de découvrir la nature de la vie, vous voyez? Et là, on est en connexion avec la vie. On se sert de cette lumière pour éclairer notre dimension intérieure, vous voyez, nos ténèbres, si vous voulez, à l'intérieur de nous. Et la vie va révéler sa nature grâce à cette faculté. Est-ce que ça va jusque-là? On peut vivre dans une globalité, on va l'apprécier sensiblement. Il y a quelque chose qui touche profondément l'âme dans cette globalité, dans cette unité. Il y a aussi de la liberté dans cette globalité. Vous voyez, quand vous ne cherchez rien, vous vous promenez dans la rue et vous ne demandez rien. Oui, tu posais une question, Pascal. Tu disais, il n'y a pas de conflit dans cet état. Oui, Non, il n'y a pas de conflit parce que on n'est pas divisé. Vous voyez, quand on regarde la rue ou on vit un état dans une globalité, nous ne sommes pas divisés. Il n'y a pas une notion de moi et l'objet que je regarde. Vous voyez, la sensibilité va pouvoir goûter à une liberté. Et quand on emploie le mot globalité, on est très proche de la présence. Vous voyez, c'est Jean-Marc qui parle beaucoup de la présence. Eh bien, dans cette présence, on a la perception d'une globalité. Et le corps est comme inclus dans cette globalité. C'est une perception importante parce que ça va nous révéler que la conscience peut très bien vivre quelque chose au-delà du corps. Et que le corps est une notion à laquelle nous sommes très identifiés. Lorsqu'on vit la globalité, ou la présence, ou un état de liberté,
nous dépassons les limites du corps et il n'y a plus ce phénomène de centralisation, de moi. C'est quelque chose qui nous fait rentrer dans la cage, comme disait Jean-Marc. Quand on est dans le mental et qu'on commence à tourner, alors on entre dans la cage. La cage des mots, la cage des concepts, la cage des idées. Et la cage, on en a parlé un petit peu avec Jean-Marc, je ne sais pas si on va en parler, ça sera un petit peu spécial. La cage des sentiments. Vous voyez, parce que lorsque l'on pense, il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que les images, il n'y a pas que les idées. Il y a aussi l'aspect émotionnel, ressenti. Nous ressentons ce que nous pensons. Alors, ce que vous allez penser, vous allez le vivre, tout simplement. Si vous pensez une chose sur quelqu'un, eh bien, vous allez vivre votre sentiment. Si vous pensez une chose sur la vie, ou comment la vie doit être, ou comment, voyez, eh bien, vous allez vivre votre concept et votre idée. Voilà. Nous vivons sur des dimensions différentes. Mais lorsque nous vivons une chose, toutes les dimensions participent à l'état vivant vécu. Si nous avons un sentiment, l'intellect, les idées, les concepts, l'émotionnel, le ressenti, mais aussi la puissance. Le corps physique participe lui aussi. Vous voyez, le vital, le corps physique participe de l'état vécu. C'est là où, évidemment, on va se poser la question, mais je ne peux pas penser n'importe quoi, je ne peux pas avoir n'importe quelle idée et y croire comme ça, bêtement, je dirais, sans mettre de la lumière sur mes idées. Si j'ai des idées et qu'elles sont fausses, je vais vivre quelque chose de faux. Et je vais le vivre. Je vais vivre ma vie au travers d'une conception dans laquelle il y a des erreurs. Ce qui se passe là en ce moment, c'est intéressant pour tous et pour chacun d'entre nous. On découvre que les états se transforment. Vous pouvez être en train de penser à quelque chose maintenant et ne plus penser. Vous pouvez être en train de penser à quelque chose maintenant, remettre en question ce que vous pensez et penser différemment. Voyez? Donc tout ça transmute, bouge, se transforme. Ce que vous avez pensé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, voyez? Ça a bougé déjà, il s'est passé des choses. Donc tout ça bouge et évolue. De plus en plus, il va être important de se dire: «Mais il faut que je fasse attention à ce que je pense, à mes idées». Elles sont très limitées, elles sont limitées à un point de vue. Il va falloir élargir le champ de nos idées, de nos concepts et puis faire en sorte que ces idées soient de plus en plus en relation avec, quelque chose de juste, quelque chose de vrai. Nous sommes en perpétuel mouvement, ça change. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des choses qui changent, tout ce qui est le mental, tout ce qui est phénoménal, ça change. Mais le fond, lui, le fond ne change pas. Vous restez un être, voyez? Il y a l'être au fond de vous. Il y a une énergie et une lumière, une âme, une sensibilité et un rayonnement de puissance. Ça change pas, c'est votre fond. Mais nous, en tant qu'individus, nous changeons, nous nous transformons. Et cette transformation, on va faire en sorte qu'elle aille dans le bon sens, qu'elle aille dans le sens de la vérité, je dirais, dans le sens de ce qui est juste, et pas dans le sens de ce qui est égocentrique, pas dans le sens de mes instincts à moi, de mes jugements et patati. Vous voyez, le petit moi à l'intérieur, là. Vous savez, dans les textes religieux, là, on parle des 3 mages et on parle de l'étoile du berger. C'est une allégorie, c'est un symbole, ça. Les rois mages, ce sont en quelque sorte les 3 aspects d'un individu. Vous voyez, ils ont différentes couleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a le jaune, le bleu et le rouge. Ces 3 couleurs représentent la trinité
notre Trinité. Vous voyez, le jaune, c'est la lumière, le rouge, c'est la puissance, et le bleu, c'est la sensibilité. Et ces trois aspects cherchent désespérément la lumière. Et l'étoile du Nord, cette petite étoile qui brille dans la nuit, il y a un problème. Vous voyez comme les états de vie se manifestent et puis disparaissent. Voilà. Avec une base stable. Oui, c'est ça. C'est cette base stable. C'est cette base stable qu'il va vraiment falloir. Il va falloir se connecter à elle. Et c'est ce qu'on fait là. En discutant, on se connecte à cette base stable. C'est vraiment quelque chose d'important. Voyez, il y a quelque chose qui est fondamental en nous. On va découvrir qu'il est notre source. Voyez, en ce moment avec Jean-Marc, on parle de quelque chose que l'on perçoit comme au-delà de tout. Voyez, et cet au-delà de tout, quand on est en lui, on peut plus rien dire. C'est l'être, mais voilà, on est. Lire l'histoire de Moïse qui arrive en haut du mont Sinaï et qui est face à l'être, il voit un buisson ardent, quelque chose qui est en feu, mais tout le temps. C'est une source inépuisable d'énergie et de lumière. Et il s'adresse à cette source et il lui dit, mais quand je parlerai de toi aux hommes, comment devrais-je t'appeler? Et le buisson ardent dit, tu diras que je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. À un moment donné, ben, vous découvrirez l'être. Et on va découvrir qu'il y a un état totalement pur, vous voyez, où il n'y a plus de conflit, où il n'y a plus de moi et de l'autre, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus d'instinct, de recherche, d'avidité, vous voyez, de sentiments personnels. Il y a quelque chose qui est très, moi je dirais pur, il n'y a pas plus pur que que l'être, vous voyez, cette source qui est là, qui est au-delà de notre mental. Alors notre but à nous, c'est de mettre de la lumière dans le champ de notre conscience pour voir ce qui trouble cette paix et ce qui nous empêche d'aller à l'être, ce qui nous empêche de vivre l'être tout le temps. Alors, on se sert de cette lumière. Et la lumière, elle vient d'où? Elle vient de l'être. L'amour, il vient d'où? Il vient de l'être. L'énergie, ça vient de l'être. Tout vient de lui. Vous voyez, les chrétiens commencent leur prière par Notre Père qui êtes aux cieux. Vous voyez, pour eux, l'être, on va dire, pour ceux qui ont véritablement perçu la chose, c'est le Père qui est dans les cieux. Si on crée des forces artificiellement, on cache d'énergie de l'être, c'est ça? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une lumière et des facultés en nous, mais qui se sert de cette lumière et de ces facultés? Qui se sert des pouvoirs de l'être? Voyez? Alors, on va découvrir qu'il y a des forces, il y a des instincts, il y a un moi. À un moment donné, il y a quelque chose qui veut. Il y a des peurs. Voyez? On a peur de ci, on a peur de là. Alors, on est pris dans ces structures mentales, dans ces pensées mentales, dans ces sentiments. On cherche des solutions pour solutionner nos problèmes. Voyez? Une solution, ça va régler en partie un problème, disons un problème d'organisation physique ou des choses comme ça. Il va bien falloir penser, réfléchir à ce qu'on va faire. On est d'accord. Mais la peur, elle, est-ce qu'elle va être vue dans sa nature? Est-ce qu'elle va être éclairée?
C'est parce qu'il faut être, comme tu déjà dit, qu'il faut être être en silence pour donner de possibilités de l'être s'exprimer, c'est ça. Vous savez, il y a quelque chose qui est très bizarre dans cette aventure, c'est que l'être est là, mais nous ne le savons pas. Nous ne lui avons pas ouvert la porte, voyez? Il n'est pas entré en nous encore. Nous sommes les individus, nous sommes détachés de notre source et nous croyons que nous sommes un individu bien fermé, bien c'est moi et moi ceci et moi cela. Mais on va découvrir que tout ce qu'on pensait être nous appartient à la vie et que derrière cette notion de vie, il y a une source, il y a l'être. Alors, si nous nous tournons vers la vie, nous allons naturellement avoir des messages de l'être, à recevoir le rayonnement de l'être et découvrir l'être. Vous voyez ça? Donc l'être est là, mais nous ne le savons pas. On parlait de ça avec Jean-Marc. À 20 ans, 25 ans, on allait voir Albert, mais on n'y comprenait rien. C'était la nuit, c'était l'obscurité. Et puis, quelques années plus tard, on découvre que on vit cette relation avec quelque chose d'immense qu'on appelle l'être. Vous voyez, quand on avait 18 ans, mais qu'on était perdu, l'être a toujours été là. Mais c'est nous qui ne le recevions pas. Nous n'étions pas en passivité réceptive. Nous ne lui avons pas ouvert la porte. C'est à nous d'ouvrir la porte à l'être pour le découvrir et qu'il nous révèle sa présence. Vous voyez, ce sont des paroles, je crois même que c'est la Bible. C'est Dieu qui parle et qui dit « Ils sont tous en moi, mais je ne suis pas en eux ». C'est-à-dire que Dieu, il est à la source de tout. Il dit « Ils sont tous en moi, mais moi je ne suis pas en eux ». Parce que eux ne m'ont pas ouvert la porte, ils ne m'ont pas encore découvert, ils n'ont pas découvert leur source. Cette source, on ne peut la découvrir qu'en commençant à désagréger ce mental qui nous enferme dans des conceptions mentales et des sentiments qui nous font croire à des choses fausses. Vous voyez, c'est moi ceci, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis cela. Vous voyez, le jeu, le moi, il est partout. Et tu as bien raison, Irina, de dire que c'est le silence, le calme qui vont révéler la présence de l'être. Vous savez, quelqu'un qui est agité à longueur de temps, qui va travailler, qui veut de l'excitation, qui ne se tourne pas vers la vie en lui, comment peut-il découvrir l'être? Oui, on peut être aussi silencieux, mais dans la tête, dans le mental, ça tourne. Je souvent, j'ai vu déjà qu'ils sont silencieux, mais on voit qu'ils pensent beaucoup à l'intérieur. Ah. C'est pas que pour découvrir l'être, il faut avoir silence, mais silence vraiment détaché de mental, c'est ça. Oui. Oui, on parle du silence intérieur, bien sûr. Voyez pourquoi il est important de porter les regards, ces regards qui vont créer un recul et qui vont nous positionner naturellement dans le témoin. Et le témoin est silencieux. Il est naturellement calme, on va dire. Voyez ? Et il crée un recul. On est pris dans des pensées, on est perturbé, voilà, il y a le moi, il y a c'est là. Et puis, à un moment donné, on se secoue un petit peu et il y a un petit recul et la perception de cette agitation mentale. Ben voilà. Vous êtes dans le début du dégagement de ce mental, voyez? Et le mental revient, il vous reprend, et ben vous êtes reparti. Mais vous vous secouez à nouveau et vous créez un recul et vous commencez à regarder à nouveau cette agitation. Et ces petits reculs, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois
quelque chose reste de ces reculs. Il y a des perceptions. Ces perceptions vont vous permettre de percevoir, comme le mot l'indique, des petites choses à droite, à gauche, qui ne seront pas flagrantes, évidentes au début. Ça ne va pas être des grandes révélations, si vous voulez. Mais ça va être l'amorce d'un regard qui va devenir de plus en plus clair, voyez. Et ça, c'est toi qui en parlais la dernière fois, Irina, dans la dernière vidéo, je trouve très bien, où tu dis, mais il y a quelque chose, Pascal aussi, tu en parles, qui devient plus stable au moment où on regarde. Il y a un arrêt beaucoup plus évident et beaucoup plus marqué. Avant, il y avait ces phénomènes mentaux, ces pensées, sentiments, mais là, de plus en plus, et c'est vous qui en avez parlé la dernière fois, et c'est parce que vous en avez parlé qu'on a naturellement parlé de l'être ensuite, vous percevez en vous qu'il y a un centre beaucoup plus stable lorsqu'il s'agit de percevoir ou de regarder un phénomène en vous. Oui, c'est parce que maintenant on peut donner un peu des explications de ce qui se passe à l'intérieur. Avant, c'était comme chaotique. On regarde, on voit des, je ne sais pas, des phénomènes, de beaucoup d'autres choses, mais maintenant il y a des explications. Donc, s'il y a stress ou s'il y a peur, et encore les autres instants, on peut expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est pourquoi ça donne plus de stabilité. Je ne sais pas, c'est pour moi. Je pense qu'il y a un calme qui s'est installé C'est le calme, mais de aussi plus en il y a plus, quelque chose. qui fait qu'on est plus en phase avec ce qui se passe un petit peu plus, qu'on fait plus attention. Peut-être on active notre œil intérieur. Grâce au calme. Grâce au calme. Oui. Oui, tu vois, on perçoit naturellement que le calme est une nécessité. Quelque chose qui est incontournable. Si quelque chose nous tracasse, si on se met dans un petit coin au calme et qu'on commence à regarder, c'est parfait. On peut regarder vraiment. Il ne s'agit pas de penser sur notre problème, parce que là, c'est insoluble, on n'en sort pas, puisqu'on se sert de la mémoire, et la mémoire, c'est pas de la lumière, c'est du passé, vous voyez. Oui, le calme sans mots. Oui, un regard sans mots, voyez. Mais on va pouvoir employer des mots après. Si maintenant on perçoit une chose, on la dit, ou on l'écrit par exemple. Voilà. On perçoit un trouble, on marque, voilà, on perçoit un trouble dans le corps, on perçoit des mots, des images, la présence d'une force à l'intérieur. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose devant lequel vous devez vous positionner. Parce que personne n'ira regarder à votre place ça. Il n'y a que vous. C'est ce qu'on dit dans la dernière vidéo qui va sortir. Vous êtes seul face à vous-même. Vous voyez, on peut être en discussion, on peut être... Mais lorsque vous regardez un phénomène à l'intérieur de vous, vous êtes seul face à vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez regarder ça. On est aidé, tout le monde est aidé. Mais il y a néanmoins quelque chose à faire par vous-même. Et c'est ça qui va vous connecter à ce qu'on appelle la source, à l'être. Et c'est cette connexion qui va devenir l'essentiel de votre vie. Mais vraiment. Jean-Marc, tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que je peux dire qui est un petit peu nouveau, disons, c'est que quand il y a le mental, ce qui prédomine, c'est vraiment, en dehors du bavardage, l'étroitesse. L'étroitesse du mental.
Et en contraste, quand la présence ou l'être est vécu, c'est l'espace. C'est vraiment, là en ce moment, c'est vraiment ce contraste entre l'étroitesse de cette dimension mentale et puis quand la présence est là, un espace voilà, qui s'agrandit de plus en plus, quoi. C'est d'ailleurs de plus en plus pénible d'être dans le mental, parce qu'évidemment, la différence entre les deux, ça n'est pas comparable, en fait. Être dans la présence, c'est être dans... Jean-Pierre parlait de liberté tout à l'heure, mais la présence, c'est la liberté. C'est elle. C'est vivre cette dimension qui est liberté, parce que il n'y a pas d'emprise du mental, ni de force, ni de tout ça. Et puis, c'est l'espace, quoi. C'est l'espace, l'espace, l'espace. C'est ce qui me frappe, franchement, de plus en plus, c'est cette différence de choses très étroites d'enfermement dans le mental, et puis d'un espace libre quand la présence est vécue, quoi. Quand l'être est vécu. Ça, c'est ce qui, en ce moment, c'est vraiment ce qui prédomine quand je suis pris dans le mental et quand je sors de ce mental et que je vis cet être qui est tout le temps là, en fait. Parce qu'on peut être dans le mental et puis réaliser que l'être est toujours là. Et puis on peut être repris. Puis on veut ressortir du mental et revivre l'être. L'être, il est tout le temps là. Mais parfois il est vécu, parfois il n'est pas vécu. Alors il y a des moments comme ça, j'ai l'impression que c'est des cycles aussi, il y a des cycles qui font qu'on va être plus dans le mental ou plus dans l'être. Mais ce qui prédomine, c'est vraiment cette différence d'étroitesse du mental et d'espace, vraiment d'espace, quoi, de la présence. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui prédomine. Oui, en parlant de l'espace, on perçoit même à un moment que la conscience dépasse les limites du corps. Ah oui, oui. C'est assez impressionnant parfois. J'ai l'impression de dépasser les limites du corps, vous voyez. Quand on est identifié au corps, on a cette notion de corps et on a cette impression de limite. Mais lorsque vous êtes dans l'être, le corps est englobé. C'est troublant parce qu'on ne sait pas où on est. Mais le domaine spirituel est troublant. Tu te lances dans quelque chose de troublant parce que ça remet en question beaucoup de choses. Vous voyez, on parle déjà de limites. Si nous sommes identifiés au corps, nous allons vivre la notion que nous sommes le corps et nous allons vivre les limites du corps. Et puis d'un seul coup, on vit un état où on se trouve comme au-delà des limites du corps. Et c'est troublant. Ah oui, c'est troublant. Le domaine spirituel est troublant. D'ailleurs, écoutez, je ne sais pas si vous imaginez, mais on remet un nombre de choses incalculables en question. Moi, je ne suis pas le corps, le mental, je ne suis pas le mental, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas les... Vous voyez, c'est le dépouillement. C'est troublant, ça. Des milliards de gens pensent qu'ils sont le corps, qu'ils sont le mental, qu'ils sont les sentiments, que c'est eux qui agissent, et moi j'ai fait ceci, et moi j'ai fait cela. Et puis d'un seul coup, quelqu'un vient et dit, mais non, c'est pas vous, c'est la vie qui fait ça. C'est troublant. Eh bien oui, c'est troublant. Et ça peut, qu'est-ce que tu veux, troubler, oui, oui, juste. Alors, je me rappelle, enfin, les premières perceptions de l'espace et de la conscience me troublaient beaucoup, mais enfin, je compatis à ton trouble parce que j'avais peur. Il y avait véritablement une peur au moment où je sentais cette conscience s'élargir, s'élargir, s'élargir. Alors que à 17, 18 ans, on a l'impression de, vous voyez, il y a le petit moi qui est là, il y a l'ego, et moi ceci, et moi cela. Et puis d'un seul coup, j'avais ces états
d'espace incroyable où je n'avais plus de limites. J'étais comme illimité. Et ça me troublait beaucoup, j'avais peur. Alors il fallait que je me recroqueville sur moi-même pour rentrer dans mon idée, dans mon concept de moi, voyez? Comme un escargot qui rentre dans sa carapace. Parce qu'à un moment donné, c'était tellement immense, c'était tellement infini que j'avais peur de cet infini. Et je revenais dans ma petite carapace de moi. Il fallait que je me remette à penser à quelque chose, j'ai eu des phénomènes un petit peu spéciaux quand j'étais assez jeune. J'arrivais assez facilement à focaliser ma conscience sur un dessin, par exemple, à totalement tout oublier, comme totalement absorbé par la figure, le dessin que j'avais en face de moi. En plus, j'avais une tapisserie rouge et jaune, et je me focalisais sur un motif jaune, et d'un seul coup, le corps se mettait à vibrer, toutes les cellules du corps se mettaient à vibrer. J'avais cette perception de l'infini. Mais vraiment, on va pouvoir percevoir des états qui sont de l'ordre de l'infiniment grand. Vous voyez, l'immensité. Vous voyez, le cosmos, déjà, c'est impressionnant, un cosmos. Mais néanmoins, vous restez un témoin, un centre. Vous êtes à la fois l'infini, mais vous restez témoin de l'infini. Et ce témoin est éternel. Il sera éternellement présent. Vous serez éternellement un individu. Il y aura tout le temps une individualité. Mais un individu qui pourra totalement ouvrir sa conscience et participer de l'infiniment grand. Vous resterez toujours un individu, mais un individu dont les limites vont s'élargir, s'élargir. C'est très juste ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. On cherche à fuir notre étroitesse, voyez. C'est ça qu'on cherche à fuir. S'habituer. Parce qu'on a l'habitude de visualiser les choses. Comme on est tout le temps en contact avec l'extérieur, on connaît l'extérieur, on voit bien les objets, mais là, c'est pas du visible, c'est pas du tout touchable. Je sais pas comment dire. On peut pas toucher, on peut pas le voir, donc c'est particulier. Je me dis, mais où est-ce que ces champs, ils sont où? Cette conscience, elle est où? Oui, parce qu'un mental cherche. Alors, il est normal que le mental cherche et pose des questions et qu'il cherche. Il y a quelque chose en toi qui veuille attraper quelque chose. Mais l'être se révélera quand tu ne chercheras plus à l'attraper. Il ne peut être perçu que dans un abandon. Non, on parle de silence, mais il y a aussi l'abandon. Et c'est dans cet abandon qui va s'installer petit à petit, puisque l'abandon peut s'installer de différentes manières. L'abandon, on peut déjà le vivre comme quelque chose de très agréable. Vous voyez, être abandonné, la détente, tu vois, le yoga. Il y a des gens qui se réunissent et qui font du yoga, mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la détente. Et la détente, c'est un début d'abandon. Vous voyez, on ne cherche plus rien dans le yoga, on se détend. Et c'est une bonne chose, on se rapproche de la source à ce moment-là. On se rapproche de la perception de notre source, vous voyez, de l'être.